Le vent balayait la surface blanche avec une violence incessante, comme pour effacer toute trace de présence humaine. En février 1985, une équipe de cartographie glaciologique progressait lentement dans une région isolée des Alpes françaises, où peu d'expéditions osaient s'aventurer. Le groupe était composé de 6 spécialistes. À sa tête se trouvait Laurent Bérard, un géologue réputé pour sa précision quasi obsessionnelle. Il dirigeait la mission avec la même rigueur qu'il appliquait à ses études. Rien n'échappait à son contrôle, du moins, c'est ce qu'il croyait. Derrière lui, Claire Dumas consignait des données dans un carnet protégé par une couverture étanche. Son regard était attentif, mais il y avait autre chose, un malaise silencieux qu'elle s'efforçait de dissimuler depuis le début de l'expédition. Le reste de l'équipe était divisé entre opérateurs d'engins et techniciens. Chaque étape était calculée. Chaque marque sur la glace était essentielle. La mission paraissait simple sur le papier, cartographier une zone instable du glacier, recenser les fissures et prélever des échantillons. Mais il y avait quelque chose qui clochait dans cet endroit. Ce n'était pas seulement le froid intense ou le silence oppressant, c'était la sensation que le sol était vivant. Le 3e jour, un des techniciens découvrit une marque inhabituelle sous une fine couche de glace translucide. Ce n'était pas une fissure naturelle, mais une ligne presque parfaite, comme tracée avec précision par quelque chose ou quelqu'un. Laurent a ignoré la remarque. Il leur a ordonné de suivre le plan. Mais cette même nuit, le premier incident se produisit. L'un des appareils de mesure a disparu. Il n'y avait aucun signe de mouvement, aucune trace de chute. Il avait tout simplement disparu. Claire était la seule à insister pour fouiller le camp. Ses pas dessinaient des motifs irréguliers dans la neige, tandis qu'elle s'éloignait de la tente principale. C'est alors qu'elle l'a vu. Au loin, partiellement dissimulée par une fine couche de glace, se dessinait une forme sombre, étrangère au paysage naturel. Elle s'approcha avec prudence. C'était métallique, et il fut enterré. Avant qu'il puisse appeler qui que ce soit, la radio dans sa poche crépita bruyamment. La voix de Laurent était déformée. « Claire, reviens immédiatement. » Elle hésita un instant, puis regarda de nouveau l'objet. Il y avait une gravure dessus, un symbole. Mais soudain, le vent s'est levé, soulevant un rideau de neige qui a complètement obscurci la vue. Lorsqu'elle put à nouveau voir, l'objet avait disparu. Claire est retournée au camp sans rien dire. Le lendemain matin, ils décidèrent de s'aventurer plus profondément dans le glacier. Il s'agissait du dernier résultat officiel de l'équipe. Aucun d'eux n'est revenu. Aucune trace n'a été trouvée, aucune explication n'a été fournie. L'affaire a été classée comme une disparition dans des conditions extrêmes. 18 ans plus tard, durant l'été 2003, une vague de chaleur sans précédent a frappé l'Europe. Dans les Alpes, la glace a commencé à reculer rapidement, révélant des couches restées intactes pendant des décennies. C'est alors qu'un groupe d'alpinistes a aperçu quelque chose d'inhabituel émergeant de la surface d'un glacier partiellement effondré. Il ne s'agissait pas simplement de matériel restant, et ce n'était pas qu'un corps, c'était un camping entier, conservé, trop intact, comme s'il était resté figé dans le temps. Les autorités françaises ont été immédiatement prévenues. Le secteur a été bouclé. Des équipes spécialisées ont été dépêchées sur place pour enquêter. Parmi eux figurait Émile Renaud, chercheur connu pour sa méthode rigoureuse et pour ne pas se laisser facilement influencer par des théories improbables. Il ne croyait pas aux coïncidences, beaucoup moins de mystères non résolus. En arrivant sur place, la première chose qu'il remarqua n'était pas le camping, c'était le silence. Ce n'est pas le silence habituel des montagnes, mais un silence qui était pesant, comme si l'endroit abritait encore quelque chose. Le matériel a été rangé, les tentes, partiellement enfouies, ont conservé leur structure. Rien ne semblait avoir été détruit par les avalanches ou les tempêtes, et c'était impossible. Émile découvrit alors le premier détail qui n'aurait pas dû être là. Empreinte. Il n'était pas récent, mais elles n'étaient pas non plus assez anciennes pour avoir été fabriquées en 1985. Et ils l'ont emmené dans une zone nouvellement exposée du glacier.
une ouverture obscure comme une fissure qui n'existait pas sur les cartes originales. Il a appelé son équipe. Personne n'a répondu immédiatement. Lorsqu'il se retourna, il s'aperçut que tout le monde regardait dans la même direction. À l'un des stands libres, quelque chose avait été placé à l'intérieur, un élément qui ne faisait assurément pas partie de l'expédition initiale. Émile s'approcha lentement, et puis ça s'est arrêté. Sur une surface improvisée de glace nivelée, il y avait un objet, une vieille radio connectée, et en transmettant un son faible, presque inaudible. Il se pencha. J'ai ajusté le volume, et il écouta. Une voix, déformée, répétait la même phrase. Nous n'aurions pas dû creuser. Émile a immédiatement éteint l'appareil, mais trop tard, car à ce moment-là, la radio s'est rallumée toute seule. L'accès à la zone a été restreint en moins de 24 heures. Des véhicules militaires ont bloqué les sentiers d'accès et une base temporaire a été installée à quelques kilomètres du point d'effondrement du glacier. Officiellement, la justification invoquée était le risque de nouveaux glissements de terrain, mais cette intervention laissait présager bien plus qu'une simple précaution. Émile Renaud observa tout en silence. L'enquête a débuté selon les protocoles habituels. Inventaire des objets, prise de photographies et analyse de la structure du camp. Pourtant, chaque détail semblait déplacé, comme si la scène obéissait à une logique qui paraissait illogique. Les provisions découvertes étaient exceptionnellement bien conservées. Les aliments emballés semblaient encore intacts. Le matériel électronique, malgré son âge, ne présentait pas le niveau de détérioration attendu. C'était comme si le temps s'était figé dans ce lieu précis, mais pas complètement. Certaines choses avaient changé. À l'intérieur de la tente principale, Émile trouva les carnets de l'équipe. L'écriture était tantôt soignée, tantôt hâtive, surtout dans les dernières entrées. Claire Dumas avait maintenu une routine d'écriture rigoureuse, du moins jusqu'au dernier jour. Les dernières pages ne suivaient pas le même schéma. Les notes étaient fragmentaires, avec des mots répétés et des passages raturés. On y mentionnait constamment des lignes sous la glace et des formes qui ne devraient pas exister. Sur une des pages, une phrase apparaissait plusieurs fois, écrite avec une pression croissante. « Ce n'est pas naturel, ce n'est pas de la glace ». Émile referma soigneusement le carnet. À l'extérieur, l'environnement continuait de présenter des signes d'incohérence. Les techniciens chargés des mesures thermiques ont commencé à signaler de petites variations de température, concentrées en des points précis, toujours à proximité de la fissure nouvellement apparue. Ces fluctuations ne suivaient aucun schéma climatique connu. Entre-temps, un autre membre de l'équipe d'enquête commençait à se distinguer. Julien Moreau, spécialiste des structures géologiques profondes. Contrairement à Émile, Julien semblait moins intéressé par les aspects bureaucratiques de l'enquête et plus concentré sur la fissure elle-même. Il a passé des heures à analyser des images, des mesures et des échantillons prélevés autour de l'ouverture. D'après lui, il ne s'agissait pas simplement d'une fissure causée par la pression naturelle d'un glacier, c'était une carie. Et il ne devrait pas être là. Cette formation ne figure dans aucun document antérieur, a déclaré Julien lors d'une réunion technique. C'est comme si elle s'était créée de l'intérieur vers l'extérieur. Cette déclaration a immédiatement provoqué un malaise. Il a néanmoins insisté. Il y avait autre chose. Les échantillons prélevés sur les bords de la fissure présentaient une composition inhabituelle, des traces de minéraux qui ne correspondaient pas au reste du glacier, ainsi que de petites irrégularités structurales, comme si la glace avait subi une altération à l'échelle microscopique. Émile écouta tout sans interrompre, mais c'est un autre détail qui a attiré son attention. Lors de l'analyse du matériel récupéré, un technicien a découvert un enregistreur portable ayant appartenu à l'équipe de 1985. Malgré son état usé, l'appareil était encore fonctionnel. La lecture a révélé des enregistrements audio fragmentés. Au départ, il n'y avait que des conversations techniques, des discussions sur les mesures et des décisions logistiques. Mais avec le ton a changé. Leurs voix se firent plus tendues, plus courtes, plus prudentes.
Dans l'un des derniers passages, Laurent Bérard s'exprima avec une fermeté inhabituelle. « Arrêtez les fouilles, cela ne fait pas partie de la mission. » Un autre membre de l'équipe a tenté d'intervenir, mais le son est devenu inaudible. Peu après, un son métallique résonna dans l'enregistrement, comme quelque chose qui est traîné. Et puis, le silence. Julien a demandé à répéter le passage plusieurs fois. Il y avait quelque chose de particulier dans ce son. Quelque chose qui ne ressemblait pas à un équipement ordinaire. Parallèlement, en dehors de la zone d'enquête, de petites communes alpines ont commencé à signaler des événements étranges. Rien d'assez alarmant pour attirer l'attention nationale, mais une tendance se dessinait. Les animaux évitaient certaines régions. Les signaux radio ont présenté de brèves interférences inexpliquées. Et dans certains cas, des habitants ont rapporté avoir entendu des bruits provenant des montagnes la nuit. Des sons qu'ils n'ont pas pu identifier. Émile n'était pas étranger aux coïncidences, mais il ne s'est pas non plus laissé influencer par les spéculations. Pour lui, tout nécessitait encore une explication concrète, même si cette explication n'était pas encore évidente. Au terme du 3e jour d'investigation, l'équipe a décidé de procéder à la première exploration directe de la fissure. Le groupe serait réduit, contrôlé. Doté de capteurs, d'un système d'éclairage et d'une communication constante avec la base. Émile ferait partie de la descendance. Julien a insisté pour l'accompagner. Avant l'opération, Émile relut une nouvelle fois les notes de Claire. Il y avait un détail qu'il n'avait pas pris en compte auparavant. Parmi les pages fragmentées, un petit dessin apparaissait à plusieurs reprises, un symbole. Simple, mais précis, exactement ce que Claire avait décrit au début de l'expédition. La même chose qu'elle a dit avoir vue avant de disparaître. Émile rangea son cahier, et pour la première fois depuis son arrivée sur les lieux, il envisagea une possibilité qu'il avait jusque-là évitée. Peut-être que l'équipe de 1985 n'avait pas simplement fait une découverte. Peut-être avais-je ouvert quelque chose. Le lendemain matin, sous un ciel trop lumineux pour le décor, l'équipe a entamé sa descente. L'entrée de la crevasse était étroite, mais elle s'élargissait rapidement à mesure qu'ils avançaient. Les parois intérieures reflétaient la lumière de façon irrégulière, créant des ombres qui semblaient bouger, même lorsque tout était immobile. La température a commencé à monter légèrement, un autre détail impossible. Julien fut le premier à le remarquer. « Ce n'est pas normal », murmura-t-il. Émile ne répondit pas. Il continua d'avancer. À une vingtaine de mètres sous la surface, ils ont trouvé le premier objet, partiellement pris au piège dans la glace. Un casque, avec le symbole gravé sur le côté. Il ne faisait pas partie de l'équipe d'origine, et ce n'était certainement pas récent. Quelques mètres plus loin, la radio de communication crépita. Une brève interruption, et puis une voix. Le même enregistrement, la même phrase. Mais cette fois, ça ne venait pas de la radio. Cela venait de quelque part plus profondément en moi. Et je ne me répétais pas. J'étais en train de répondre. La descente se poursuivit, mais le rythme changea. Ce n'était plus une exploration maîtrisée, mais une progression prudente, presque instinctive. Chaque pas semblait provoquer une réaction silencieuse tout autour, comme si l'environnement nous observait. Émile prit les devants sans avoir besoin de le signaler. Julien le suivait de près, ajustant constamment les capteurs fixés à sa combinaison. Les deux autres techniciens restaient à distance, attentifs à la moindre instabilité. La radio s'est remise à grésiller. Cette fois, c'est plus long, plus irrégulier. Base, équipe de descente à l'appareil. Nous sommes à une trentaine de mètres sous terre. Interférence croissante. Pouvez-vous confirmer la mesure ? Demanda Émile d'une voix ferme. Aucune réponse. Un léger bruit, tout simplement. Julien a vérifié le matériel. Le signal est bloqué ou dévié. Déviant ? Émile lui jeta un rapide coup d'œil. Julien hésita, comme s'il était redirigé vers une autre origine. Avant qu'il puisse approfondir l'analyse, quelque chose a changé dans l'environnement. La glace, plus loin, avait une surface différente, plus lisse, presque polie, et marquée, lignes, les mêmes que celles décrites par Claire. Mais désormais, il n'était
plus isolés. Ils formaient des motifs. Une géométrie précise et répétitive, s'étendant le long des parois de la cavité comme un système organisé et artificiel. Émile passa soigneusement la main sur l'une des lignes. Aucun problème n'a été constaté lors du contact. C'était comme si la glace avait toujours eu cette forme, ou modifiée avec une précision impossible. « Ce n'est pas une fracture », dit Julien d'une voix calme. « C'est de la construction. » Un des techniciens a commencé à enregistrer des images. L'autre recula d'un pas. « Cela ne devrait pas exister. » Le commentaire est resté en suspens. Puis on entendit le son. Il n'était pas grand, pas soudainement, mais c'était constant. Un bourdonnement faible, presque imperceptible, semblait vibrer à travers la glace, comme un mécanisme distant, ou quelque chose qui fonctionne. Émile leva la lanterne et la pointa devant lui. La cavité s'est à nouveau agrandie. Et cette fois, l'espace ne semblait pas s'être formé par des processus naturels. Le terrain était plat. Les murs présentaient des motifs continus. Et au centre, il y avait quelque chose, une structure partiellement exposée, métallique, sombre, intégrée à la glace, comme si elle était là depuis bien plus longtemps que toutes les formations environnantes. Julien s'avança sans attendre la permission. « C'est impossible », murmura-t-il. La surface de la structure arborait le même symbole que celui figurant dans les archives de Claire, répété, à intervalles précis, en tant que marqueur ou avertissement. Un des techniciens a tenté de s'approcher. C'est alors que le premier événement s'est produit. Le capteur de température s'est déclenché. C'est abrupt, puis une augmentation immédiate, oscillation violente en quelques secondes. La radio a explosé en crépitement, et puis un silence absolu. Même le bruit ambiant s'est interrompu. C'était comme si tout avait été éteint. Julien s'arrêta. « Vous m'écoutez » Personne n'a répondu, parce qu'il n'y avait rien d'autre à écouter. Puis lentement, le son est revenu, mais différent, plus près, et accompagné d'une nouveauté, un écho, pas par étapes, mais de mouvement, au sein de la structure. Émile leva la main, signalant à quiconque de ne pas avancer. Trop tard. L'un des techniciens, nerveux et respirant rapidement, fit un pas de plus en avant, et elle a touché la surface métallique. Au moment du contact, tout s'est passé en même temps. Les lumières des lanternes vacillaient. Le bourdonnement s'intensifia. Les lignes dans la glace commencèrent à émettre une faible lueur, et l'entraîneur s'est figé, non pas à cause du froid, mais par le mouvement ou son absence. Son corps resta immobile, mais quelque chose clochait. Tout à fait faux. Julien s'approcha rapidement. Non. Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, l'entraîneur a tourné la tête, lentement, mécaniquement. Les yeux étaient ouverts, mais il ne se concentrait sur rien. Et quand il a parlé, ce n'était pas sa voix. « Tu es de retour. » Le groupe s'est immédiatement retiré. Émile tira Julien par le bras. « Éloignez-vous. » L'entraîneur s'avança. Mouvement rigide, irrégulier. « Tu n'aurais pas dû revenir. » La voix résonna, non pas à cause de l'espace, mais à travers la glace, comme si cela venait de tous les côtés à la fois. Puis le corps est tombé, sans résistance, aucune réaction, inerte. Julien vérifia rapidement. Pouls faible, mais présent. Il est vivant, mais... Interruption, la radio est de retour. Mais cette fois, ce n'était pas statique. La transmission était claire, en provenance de la base. Équipe de descente, réagissez immédiatement. Vous devez quitter cet endroit, maintenant. Émile prit le communicateur. Ce qui s'est passé? La réponse fut rapide, tendue. Nous avons détecté une activité en dessous de vous. Mouvement structurel, ce n'est pas stable. Julien regarda autour de lui. La glace vibra légèrement, quasiment imperceptible. Mais je continue. Ce n'est pas un glacier, a-t-il dit. Alors, qu'est-ce que c'est? Demanda Émile. Julien n'a pas répondu, car, à ce moment-là, la structure qui se dressait devant nous a accompli quelque chose d'impossible. Elle s'est ouverte, pas comme une porte,
mais comme si certaines parties avaient tout simplement cessé d'exister, révélant un intérieur sombre, profond et actif. L'atmosphère a changé, plus chaud, chargé, et venant de l'intérieur, un son, désormais indéniable, respiration, lent, rythmique et conscient. La radio de la base crachait. « Partez maintenant !» Mais personne n'a bougé, car de l'intérieur de cette structure, quelque chose a commencé à émerger, pas complètement visible, mais ça suffit pour comprendre qu'il n'était pas enterré. J'attendais. Le premier à réagir fut Émile. Il saisit l'entraîneur inconscient par son costume et recula violemment, brisant l'immobilité qui paralysait le groupe. Julien hésita une fraction de seconde, juste assez pour comprendre que l'ouverture dans la structure n'était pas simplement visible. Elle était en train de se développer. « Maintenant !» ordonna Émile. Cette fois, tout le monde a obéi. L'ascension fut désorganisée, trop rapide pour suivre un quelconque protocole. Les parois, marquées de lignes géométriques, semblaient vibrer plus intensément à mesure qu'elles s'éloignaient de la structure, comme si elles réagissaient au départ du groupe. Le bruit de la respiration persistait, même de loin, même en hausse, et ça n'avait aucun sens. Lorsqu'ils émergèrent enfin à la surface, la lumière naturelle les aveugla. Le contraste était saisissant. Le silence des montagnes revint, mais pas complètement. Quelque chose avait changé. L'équipe de soutien est arrivée immédiatement. L'entraîneur a été conduit au poste de médecin. Il était vivant, mais ne réagissait pas aux stimuli les plus élémentaires. Ses yeux restaient ouverts, fixes, comme s'il voyait encore quelque chose que les autres ne pouvaient pas. Émile a retiré le matériel en silence. Julien continuait de fixer l'entrée de la crevasse. « Vous avez vu ça ?» dit-il, plus comme une affirmation que comme une question. Émile répondit, sans le regarder, « J'en ai assez vu. » Mais Julien n'était pas satisfait. Et ce n'était que le début. Quelques heures plus tard, les premiers effets ont commencé à se propager au-delà de la zone de l'expédition. Les systèmes de communication de la base ont commencé à subir des pannes intermittentes. Les équipements s'éteignaient sans explication, puis redémarraient quelques secondes plus tard avec des paramètres modifiés. L'un des drones, envoyé pour cartographier l'intérieur de la fissure, est revenu avec des données corrompues, mais pas complètement. Des fragments d'images ont été récupérés. Et ils ont révélé quelque chose d'impossible à ignorer. La structure n'était pas isolée, il s'est étiré. De profondes ramifications sillonnaient l'intérieur du glacier comme un réseau organisé, symétrique, intentionnel. Et il ne semblait pas avoir été construit récemment. Cela a soulevé la première intrigue secondaire cruciale de l'enquête. Si elle était là depuis si longtemps, combien d'autres structures similaires pourraient exister? Julien a approfondi cette hypothèse. Il entreprit de recouper des données historiques, des archives géologiques et des récits ignorés depuis des décennies. De petits événements, considérés comme insignifiants, pris isolément, commencèrent à former un schéma inquiétant. Disparitions dans les régions glaciaires, interférences radio, anomalies thermiques, tout est éparpillé, mais maintenant connecté. Pendant ce temps, Émile se concentrait sur un autre domaine d'activité, le comportement de l'entraîneur concerné. Quelques heures après l'incident, il a commencé à présenter des signes d'activité neuronale inhabituelle. Ce n'était pas une perte de conscience totale, c'était autre chose. Au cours d'une des séances de surveillance, ses doigts ont bougé, pas au hasard, mais coordonnés, répétitifs, comme si j'étais en train d'écrire. Un des médecins a placé un bloc à sa portée. Et puis ils ont observé. Lentement, avec des mouvements raides, il commença à tracer des lignes. Les mêmes lignes que celles visibles à l'intérieur de la fissure. Le même schéma, sans hésitation, impeccable. Émile observa en silence. Cela a dissipé tout doute restant. Le contact n'avait pas été superficiel. Un transfert avait eu lieu. Mais ce n'était pas tout. Une analyse plus approfondie des carnets de Claire a révélé un détail qui avait été négligé jusque-là. Elle ne s'est pas contentée de décrire les lignes. Elle a essayé de les reproduire. Des versions incomplètes des normes figuraient sur plusieurs pages, accompagnées de petites annotations en marge,
coordonnées, dates et une séquence spécifique qui s'est répétée. Julien l'a remarqué en premier. Ce n'est pas aléatoire. Il a réorganisé l'information. Les coordonnées pointaient vers différentes régions des Alpes. Ces dates coïncidaient avec des événements inhabituels consignés dans les archives historiques. Glissement de terrain mineur. Des fissures se sont ouvertes, puis rapidement refermées. Des bruits inexpliqués ont été signalés par des habitants du quartier. Claire ne se contentait pas d'enregistrer ce qu'elle voyait. Elle était en train de cartographier quelque chose de plus vaste. Une autre intrigue secondaire commença à se dessiner. Et si l'équipe de 1985 n'avait pas été la première? Et si cette structure n'était qu'un point d'accès? L'hypothèse a gagné en popularité lorsqu'un ancien fichier a été récupéré dans une base de données oubliée. Un rapport de 1962, classifié, jamais divulgué publiquement, référence à une anomalie structurelle sous la glace profonde. Le langage était vague, mais un détail était clair. L'opération avait été brutalement interrompue, sans explication. Émile lut le document 2 fois. Puis il le ferma. Cela a été dissimulé. Julien était d'accord. Et ce n'était pas qu'une seule fois. À mesure que les pièces s'emboîtaient, la pression augmentait. Pas seulement en interne, mais extérieurement. Les autorités supérieures ont commencé à intervenir. Des ordres directs ont été donnés pour restreindre l'accès à l'information. Certaines données collectées ont été soustraites à l'équipe locale. Le prétexte invoqué était la sécurité nationale. Mais pour Émile, cela avait une signification différente. Quelqu'un le savait déjà. Et je m'attendais à ce que quelque chose comme ça se reproduise. Cette même nuit, l'événement le plus troublant s'est produit. L'entraîneur, qui était resté immobile jusque-là, s'est assis sur la civière, sans prévenir, sans aide. Les écrans se sont éteints. L'équipe médicale s'est retirée. Il tourna lentement la tête. Et il regarda Émile droit dans les yeux. Cette fois, il y avait de la concentration. Conscience. Mais ce n'était pas le sien. Lorsqu'il parlait, sa voix conservait cette légère distorsion. Mais il y avait maintenant quelque chose de plus. Intention. Vous avez mis trop de temps. Un silence pesant s'abattit sur la tente médicale. Personne n'a bougé. L'homme inclina légèrement la tête. J'observe. Apprentissage. Puis il a ajouté « Mais il est encore temps ». La phrase résonna pendant des secondes qui parurent interminables. Mais il est encore temps. Personne ne réagit immédiatement. L'équipe médicale resta figée, comme si le moindre mouvement pouvait déclencher une crise. Émile fit un pas en avant, contrôlé, mesuré. « À quoi bon avoir du temps ?» demanda-t-il sans détour. L'homme, ou ce qui utilisait son corps, n'a pas réagi immédiatement. Son regard parcourut la pièce avec une attention troublante. Ce n'était pas de la confusion, mais de la reconnaissance. Comme s'il comparait, évaluait, mettait à jour quelque chose. Julien entra dans la tente, essoufflé. « Tu dois voir ça !» Il s'est arrêté lorsqu'il a réalisé ce qui se passait. Le silence fut rompu par un léger bruit provenant de l'équipement médical. Des interférences. Les écrans se mirent à clignoter, affichant des motifs ne correspondant à aucune donnée physiologique connue. Lignes, les mêmes lignes. Diplôme en ligne. L'homme sourit. Un petit mouvement, mais totalement déplacé. « Vous l'avez rouvert, dit-il. » Émile garda le regard fixe. « Qui l'a ouvert ?»« Tu es toujours ouvert. » La réponse fut dénuée d'émotion. Julien fit un autre pas en avant. « Depuis combien de temps ça dure ?» L'homme tourna lentement son visage vers lui. Et puis il a répondu par quelque chose qui a tout changé. « Avant que tu apprennes à mesurer le temps. » L'impact fut immédiat. Mais ce n'était pas le plus important, car à ce moment-là, une alarme extérieure s'est déclenchée. Haut, continu, urgent. Un des techniciens est entré en courant. La fissure, elle s'agrandit. Émile n'attendit pas. Il quitta rapidement la tente, Julien juste derrière lui. Dehors, le paysage avait changé. L'ouverture dans le glacier n'était plus la même. Elle s'était considérablement étendue, comme si la glace cédait de manière contrôlée, sans s'effondrer mais en s'éloignant. Et ce n'était pas tout. D'autres fissures apparaissaient autour, mineures mais alignées, former un motif, le même schéma.
Julien examina les capteurs portables. Les relevés sont synchronisés. Avec quoi? Demanda Émile. Julien leva lentement les yeux. Avec cette chose là-bas. À ce moment-là, c'est devenu clair. La structure n'était pas passive, elle répondait. Et pas seulement leur présence. Mais revenons à l'exposition. L'effondrement du glacier n'avait rien révélé de mort. Quelque chose s'était activé. De retour sous la tente médicale, la situation s'aggravait. L'homme commença à manifester une activité motrice plus intense. Ses mouvements étaient désormais plus fluides, moins mécaniques, comme si son corps s'adaptait rapidement. Les médecins ont tenté de le maîtriser. Infructueux. Il se leva. Il a arraché les capteurs fixés à son propre corps sans manifester le moindre signe de douleur. Et il marcha, franchement. Lorsqu'il sortit de la tente, il s'arrêta un instant. Il regarda le glacier. Et puis, il prit une profonde inspiration, comme si l'on sentait l'air pour la première fois. Émile s'approcha prudemment. « Vous n'approcherez pas de la fissure. » L'homme tourna la tête, et pour la première fois, on pouvait déceler dans son expression quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. « Tu crois toujours que c'est une question de distance ?» Julien est intervenu. « Que veux-tu » La réponse vint sans hésitation. « Continuez. » Le vent s'est levé, mais cette fois, cela ne semblait pas naturel. Les fissures environnantes recommencèrent à émettre cette faible lueur. Les lignes se propageaient à la surface du glacier comme des circuits activés, et puis vint la révélation finale. L'homme leva la main, et il a désigné différents points sur la montagne. Ce n'est pas une structure. Cassé, c'est un système. Julien s'est figé. Émile ne détourna pas le regard. Un système de quoi? L'homme inclina légèrement la tête, comme si la réponse était trop évidente. Je ne fais que passer. Le silence qui suivit était plus lourd que tous les sons qui l'avaient précédé, car maintenant, tout avait un sens. Les disparitions, les anomalies, les structures connectées et le comportement de l'équipe de 1985. Ils n'ont pas simplement trouvé quelque chose, ils ont activé un réseau et ils se sont retrouvés piégés. Mais le pire était encore à venir. L'homme fit un pas en avant, et puis il a dit, avec une clarté absolue, « Vous ne l'avez pas trouvé. » Une autre étape, plus ferme. Vous avez été retrouvés. À ce moment-là, tous les appareils électroniques de la base se sont éteints simultanément. Le son s'est arrêté. La lumière artificielle a disparu. Et pendant quelques secondes, il ne restait plus que le vent. Puis, sur l'horizon blanc des montagnes, quelque chose commença à se produire. De petites taches sombres sont apparues à la surface de la neige, loin, mais visibles. 1, 2, 10. En avançant lentement, vers la base, Julien a essayé de régler l'affichage. Ce n'est pas possible. Émile le savait déjà, ou du moins, c'est ce qu'il soupçonnait, parce que le schéma de mouvement était familier, dur, irrégulier, mais coordonné, comme l'entraîneur, comme le corps qui marchait maintenant devant eux. Puis vint la confirmation. L'un des points les plus proches a levé la tête. Même de loin, on pouvait le voir. Le vieux casque, la tenue usée et le symbole, l'équipe de 1985 n'avait pas disparu. Il revenait. L'impact initial n'était pas physique. C'était psychologique. La vue de ces silhouettes se déplaçant lentement dans la neige a anéanti les derniers vestiges de logique qui subsistaient au sein de l'équipe. Il n'y avait plus de place pour des hypothèses contrôlées, ni pour des explications techniques isolées. C'était en train de se produire, et c'était en train de se produire. « Tout le monde à l'intérieur, repliez-vous à la base !» cria quelqu'un. Mais l'ordre est arrivé trop tard pour garder le calme. Certains membres de l'équipe se sont mis à bouger rapidement, trébuchant sur la glace, essayant d'organiser le matériel, de rassembler des données et de récupérer ce qu'ils pouvaient. D'autres se sont contentés de regarder, paralysés. Émile resta immobile, quelques secondes de plus, en pleine analyse. Les silhouettes avançaient en file irrégulière, mais maintenaient leur distance comme obéissant à un schéma invisible. Il n'y avait ni précipitation, ni hésitation. Ce n'était pas une attaque, c'était une approximation. Julien s'approcha, la voix tendue. « Ils arrivent directement ici, je sais. » Que faisons-nous? Émile n'a pas répondu immédiatement.
Il regarda l'homme à côté d'eux, celui qui s'était relevé de la civière. Il regardait aussi, sans surprise, sans peur, comme si c'était en attente. « Ils ne sont pas là par hasard », finit par dire Émile. « Bien sûr que non », répondit Julien, agacé. « Ils en font partie. »« Non », corrigea sèchement Émile. « Ils sont le résultat. » La différence comptait. Et tout à fait. À l'intérieur de la base, le chaos s'intensifiait. Sans alimentation électrique, les systèmes de confinement étaient inactifs. Le matériel médical était hors service, les communications coupées, les capteurs inutilisables. Il ne restait plus que l'action directe et une décision. Le technicien qui avait été blessé, désormais complètement debout, se remit à marcher vers la crevasse. Cette fois, personne n'a tenté de l'arrêter immédiatement. Peut-être par peur, peut-être par manque de compréhension. Ou peut-être parce que, au fond, tout le monde savait déjà qu'empêcher cela ne changerait rien à ce qui se passait. Julien a finalement réagi. Il s'avança et saisit l'homme par le bras. « Tu ne retourneras pas là-bas. » L'homme s'arrêta. Il a examiné le point de contact, puis passage à Julien, sans agression, mais sans reculer. « Vous ne comprenez toujours pas. » Julien serra plus fort. « Alors, expliquez-vous. » Le silence ne dura qu'un instant. Vous pensez que tout a commencé ici. Il inclina légèrement la tête vers la fissure. Mais c'est justement là que vous l'avez remarqué. Émile s'approcha. Que se passera-t-il à leur arrivée? L'homme répondit sans hésiter. Ils ne viendront pas. Cassés. Ils reviennent. Le poids de la parole pesait lourd. Ils reviennent. Ce n'était pas une invasion. C'était la continuité. Dehors, les silhouettes étaient plus proches. La neige autour d'elles ne montrait aucun signe de mouvement normal. C'était comme si le contact avec le sol n'obéissait plus aux mêmes lois physiques. Un des membres de l'équipe de soutien a tenté d'utiliser une fusée éclairante. Il a tiré. La lumière fendit l'air et se posa près d'une des silhouettes. Aucune réaction, même pas un détour. Ils continuèrent à avancer, immuables. À l'intérieur de la base, l'un des ordinateurs s'est rallumé tout seul. L'écran a vacillé. Des files d'attente ont commencé à se former, le même, toujours pareil, mais maintenant leur organisation est différente, plus complexe. Julien lâcha prise lentement. Il observa le motif sur l'écran. Et alors, il comprit quelque chose qu'il n'avait pas envisagé auparavant. « Ce n'est pas de la communication », a-t-il murmuré. Émile détourna le visage. « Qu'est-ce que c'est, alors ?» Julien répondit à voix basse. « C'est une instruction. » Le motif n'essayait pas de leur parler. Elle était en cours d'exécution. L'homme se remit à marcher. Cette fois, personne ne l'a arrêté. Il continua sa route vers la crevasse, dépassant le matériel, les gens, le chaos, complètement indifférent à tout ce qui ne faisait pas partie de l'objectif. Émile a pris une décision. Évacuation immédiate. Julien a réagi. « Et on laisse ça ici? Cela ne dépend plus de nous. »« Ça dépend, » insista Julien. « Si c'est vraiment un système, il faut qu'on comprenne comment il fonctionne. » Émile le regarda droit dans les yeux. « Croyez-vous toujours qu'il s'agit de compréhension ?» La réponse ne vint pas, car à ce moment-là, les premiers corps sont arrivés à la base. À quelques mètres de là, la silhouette s'arrêta. Il leva la tête, et il resta immobile, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un d'autre. D'autres ont commencé à se mettre en rang derrière elle, formant une sorte de demi-cercle autour de la zone, sans attaquer, sans parler, qu'à dos seulement. L'homme qui marchait en tête du groupe s'arrêta finalement près de l'entrée de la crevasse. Il regarda à l'intérieur, et puis il a dit « C'est prêt ». Le glacier a réagi, aucun son, mais avec du mouvement. Les fissures environnantes s'élargirent à nouveau. La luminosité s'intensifia, et l'ouverture s'est agrandie, bien au-delà de ce qui devrait être possible, dévoilant davantage la structure. Plus d'informations sur le système, plus que ce qui se trouvait de l'autre côté. Julien recula d'un pas. Pour la première fois, on pouvait clairement lire la peur dans ses yeux. Ce n'est pas simplement un passage, Émile a ajouté, c'est une activation. Et à ce moment-là, il est devenu clair que ce qui commençait n'allait pas s'arrêter là.
La peur n'est plus une réaction. Cela est devenu un facteur décisif. Émile s'en est rendu compte avant les autres. Alors que l'équipe battait en retraite, désorganisée, tentant de garder ses distances avec les silhouettes qui encerclaient désormais la base, il commença à observer des schémas, non pas dans le comportement de l'entité, mais dans les réactions humaines à l'événement. Panique, dénégation, paralysie. Tout était prévisible. Tous inutiles dans ce contexte. Julien fixait toujours l'ouverture élargie de la faille, comme s'il essayait de la résoudre par la seule logique. Si c'est un système, c'est qu'il a une raison d'être, dit-il presque pour lui-même. Rien de tout cela n'arrive sans fonction. Émile répondit sans regarder. Alors, nous cessons d'essayer de l'empêcher et nous commençons à comprendre notre rôle dans ce processus. Julien se retourna brusquement. Notre rôle? Vous avez entendu ce que ça a dit? Il ne s'agit pas de nous. Exactement, l'interrompit Émile. Et c'est pourquoi nous devons agir différemment. Voilà le changement. Jusqu'à ce moment-là, tout n'avait été qu'une réaction. Pour la première fois, quelqu'un essayait d'anticiper. Émile commença à se déplacer avec plus de précision. Il rentra à l'intérieur de la base, ignorant les silhouettes à l'extérieur, et se dirigea directement vers l'ordinateur qui affichait encore les motifs. Les lignes continuaient d'être générées, mais désormais, il ne les considérait plus comme quelque chose d'incompréhensible, par le biais du comportement, séquence. Répétition avec variation. Il a pris les cahiers de Claire, il étala les pages à côté de l'écran. Julien observait, toujours tendu. « Que fais-tu » ? Elle essayait déjà de comprendre cela avant nous, répondit Émile. Elle avait perçu le schéma, elle n'avait simplement pas eu le temps de le compléter. Julien s'approcha, réticent, mais curieux. Les notes de Claire, auparavant fragmentées, commencèrent à prendre sens lorsqu'elles furent alignées avec ce qui s'affichait à l'écran. Il ne s'agissait pas de dessins aléatoires, il s'agissait de tentatives de reproduction. Elle essayait de copier le système, a déclaré Julien, ou interagir avec lui, corrigea Émile. Dehors, les silhouettes restaient immobiles. Mais il y a eu du changement. À présent, tous les regards étaient tournés vers la crevasse, comme s'ils attendaient un moment précis, ou un ordre. L'homme, l'intermédiaire, est resté à l'entrée, propriété. Cela fait partie du processus. Julien prit une profonde inspiration. S'il s'agit d'un système de transport en commun, alors il doit y avoir un système de contrôle. Émile hocha légèrement la tête. Et même si vous avez le contrôle, il y a une limite. Cette idée a tout changé. Il ne s'agissait plus de s'échapper. Il ne s'agit même pas de le contenir. Il s'agissait d'ingérence. Julien se mit au travail rapidement. Il a ajusté l'appareil portable en le connectant directement au terminal actif. Se servant de modèles visuels comme guide, il a tenté de reproduire une séquence, non pas exactement telle qu'elle, mais inversée par endroits. S'il s'agit d'un type de langage structuré, l'inversion pourrait signifier une interruption. Ou vous pouvez accélérer le processus, répondit Émile. Julien n'a pas arrêté. C'est un risque. Tout ici. La tension montait. La luminosité de la fissure s'intensifia. L'air semblait plus dense, plus chargé. Et puis, quelque chose a changé. L'une des silhouettes à l'extérieur a bougé, pas vers la base, mais à l'envers, comme s'il avait reçu des instructions différentes, puis un autre, et un autre. Julien regarda l'écran. Les lignes ont changé. Émile s'approcha. Le modèle avait été modifié. La séquence insérée par Julien n'a pas été ignorée. Elle a été constituée en société, mais pas par erreur, comme variante valable. Voilà qui répond à la question, dit Émile. Et apprenez, ajouta Julien. Le silence qui suivit fut pesant. Parce que cela signifiait quelque chose de bien plus important. Il n'avait pas affaire à une structure fixe, même pas avec un phénomène naturel. Il était adaptable, et cela rendait toute tentative de contrôle temporaire. Malgré tout, ça a fonctionné. Partiellement. Les silhouettes commencèrent à se disperser lentement. Ils n'ont pas disparu, mais ils ont cessé de progresser. Le siège a été levé. À l'intérieur de la crevasse, le mouvement ralentit.
La luminosité fluctuait. L'homme à l'entrée inclina la tête, comme s'il analysait ou reconsidérait. Émile fit un pas en avant, cette fois sans hésitation. « Ce n'est pas une invasion », a-t-il déclaré à haute voix. L'homme le regarda. « C'est l'intégration. » Julien s'est figé. Émile continua. « Vous n'êtes pas venu pour prendre. Vous êtes venu pour continuer. » L'homme a répondu. « Vous avez commencé sans comprendre. » Cassé. Maintenant, ils apprennent. Ce fut le tournant interne. Pas tiré de l'histoire, mais du point de vue du protagoniste. Émile cessa de le percevoir comme une menace isolée. Il a commencé à le percevoir comme un processus continu, et cela nécessitait une approche différente, une autre décision. Il regarda Julien. « Si nous pouvons intervenir, nous pouvons choisir comment cela se terminera. » Julien a répondu avec difficulté. « Et si ça ne finissait jamais ?» Émile ne détourna pas le regard. « Alors nous en choisirons un. » Dehors, le vent s'est calmé. Le mouvement a quasiment cessé, mais la fissure était toujours ouverte et active, comme une attente, non remboursable, mais par décision. L'instabilité avait diminué, mais il n'a pas disparu. Le système, dont le terme n'était plus sujet à controverse, restait actif, mais dans un état différent, moins agressif, plus attentif, comme s'il attendait le prochain mouvement. Émile savait que ce n'était pas un soulagement, c'était une pause. Et les pauses, dans ce contexte, étaient synonymes d'opportunité ou erreur imminente. À l'intérieur de la base, l'atmosphère avait complètement changé. Le chaos initial avait laissé place à une tension maîtrisée. Chaque membre de l'équipe restant travaillait avec une concentration absolue, comme si la moindre distraction pouvait rompre le fragile équilibre qu'ils avaient atteint. Julien restait devant le terminal, ajustant les séquences, testant de petites variations du motif qu'ils avaient découvert. Chaque modification entraînait une réponse minimale dans le comportement de la fente. De légères fluctuations, changements de luminosité, variations sonores, rien de définitif. Mais cela suffit à confirmer une chose, ils y avaient accès, limité, dangereux, mais c'est réel. Le système ne rejette pas les interférences, a déclaré Julien sans quitter l'écran des yeux. Ou il les intègre. Alors, il est impossible de l'éteindre, répondit Émile. Non, mais peut-être que cela peut être redirigé. Cette idée a commencé à tout guider. Ne pas détruire, ne t'enfuis pas, mais pour changer le résultat. Par ailleurs, une dernière intrigue secondaire restait à résoudre, les disques de Claire. Émile retourna à ses carnets, maintenant avec une perspective différente, plus objectif, plus direct. Il ignora les passages fragmentaires et se concentra sur les motifs répétitifs, les séquences qu'elle avait tenté d'enregistrer avant de disparaître. C'est alors qu'il a compris. Quelque chose ne collait pas. Une séquence incomplète, répétée plusieurs fois. Mais il n'a jamais été achevé. Julien s'approcha. Elle n'a pas pu terminer. Ou alors, il ne le voulait pas, répondit Émile. Il a réorganisé les symboles par rapport à la norme actuelle sur le terminal. Et alors, il a compris. Ce n'est pas un échec. Julien a suivi ce raisonnement, et ça s'est arrêté. C'est une interruption. Exactement. Claire ne cherchait pas simplement à reproduire le système, elle essayait d'empêcher une étape précise, une phase du processus. Elle a découvert quelque chose avant de disparaître, dit Émile. Julien a ajouté « et il a essayé de couper le système à cet endroit ». Cela a tout changé à nouveau, parce que cela signifiait qu'il y avait déjà eu une tentative d'ingérence. Et ça a échoué. Où? Elle a été interrompue. Émile regarda la fissure. L'homme était toujours là. Propriété, mais pas inactif. J'observe, toujours à l'affût. Si nous terminons cette séquence, commença Julien. Soit on arrête tout ça, dit Émile. Soit on l'ouvre définitivement. Le risque était absolu. Mais il n'y avait plus de temps pour une analyse prolongée. La fissure a recommencé à réagir, sans ordre direct. Aucune autre interférence. Le système progressait de lui-même. La luminosité a augmenté,
Le son est de retour, plus fort, plus présent, et venant du plus profond de l'intérieur. Les parois du glacier commencèrent à présenter de nouvelles fissures, se reliant au motif principal, comme des racines s'étendant sous la surface. Le temps pressait, littéralement. Julien prit une profonde inspiration. Si nous devons le faire, il faut que ce soit maintenant. Émile hocha la tête. Mais avant d'agir, il fit quelque chose d'inattendu. Il s'approcha de l'homme. Il s'arrêta à quelques pas, et il a dit « Elle a essayé de l'arrêter ». L'homme inclina légèrement la tête. « Essayez ». Pourquoi? La réponse fut accompagnée d'un calme inquiétant, parce qu'elle a compris avant les autres. Émile garda le regard fixe. « Alors expliquez-vous. » Silence. Bref. Et puis, un billet n'est pas valable pour un aller simple. Julien a entendu, et il a compris instantanément. « C'est un échange », murmura-t-il. L'homme ne l'a pas confirmé, mais il ne l'a pas nié non plus. Cela suffisait. Le système ne se contentait pas d'ouvrir quelque chose. Cela reliait deux côtés. Et cela signifiait « interdit ». Et voilà la sortie. Julien retourna rapidement au terminal. Les mains sont maintenant stables, décidées. Si nous interrompons au bon moment, la connexion ne sera pas établie. Et qu'advient-il de ce qui est déjà passé? Demanda Émile. Julien n'a pas répondu immédiatement. Parce que je ne savais pas. Et peut-être qu'il ne voulait pas savoir. Mais il a quand même répondu. Il est en état d'arrestation. Le poids de cette décision s'est immédiatement fait sentir. Tout ce que j'avais déjà vécu, tout ce qui était de l'autre côté, et ce qu'il en restait. Émile contempla les silhouettes au loin, pour l'homme devant, jusqu'à la fissure, et il a pris la décision finale. Oui, Julien a commencé à insérer la séquence incomplète de Claire, ligne par ligne, impeccable, sans interruption. Le système a réagi immédiatement. La luminosité vacillait violemment, le son s'est amplifié, la fissure commença à se contracter, mais en même temps, quelque chose a bougé à l'intérieur, avec force, instamment, comme s'il essayait de l'empêcher, ou s'échapper. L'homme a finalement bougé, un pas en avant, plus rapide qu'avant, plus humain, plus désespéré. « Vous ne comprenez pas les conséquences. » Émile répondit fermement. « Maintenant, nous en savons assez. » Julien poursuivit. Dernière ligne, dernière séquence, dernière chance, le système est devenu totalement instable. Le glacier tout entier a réagi, et puis ça s'est arrêté. Silence absolu. Aucun son, aucun mouvement, pas de lumière. La fissure s'est figée dans l'état où elle était, même pas ouvert, même pas fermé, suspendu, comme si l'on attendait une décision finale. Le silence n'était pas vide, c'était de la pression. Tout semblait suspendu dans un état impossible, comme si la réalité elle-même attendait son dénouement. Le vent s'était complètement tu. Aucun bruit ne provenait de la base, des montagnes, ni de la crevasse. Même pas en train de respirer. Julien garda les mains sur le terminal sans rien toucher. La dernière séquence fut saisie, mais non exécutée complètement. Il manquait une seule commande, une décision. Émile observait la fissure. Il ne pulsait plus. Elle ne brillait pas. Mais elle n'était pas inactive non plus. C'était comme un portail figé au milieu d'un processus interrompu, et quelque chose était encore à l'intérieur, en attendant. L'homme devant eux ne semblait plus aussi sûr de lui qu'auparavant. Ses mouvements, autrefois maîtrisés, laissaient désormais transparaître de légères imperfections, de subtils tremblements, des vacillements dans sa posture. Comme si la connexion était affectée. « Tu casses le rythme », dit-il d'une voix moins égale. Émile a répondu. « Non, c'est moi qui choisis le point d'arrêt. » Julien le regarda. « Si nous nous arrêtons là, ce ne sera jamais terminé. Et il ne se désagrège jamais, » a ajouté Émile. « Exactement. Ce n'était pas une solution idéale. C'était un barrage routier, une coupure permanente au milieu de quelque chose de plus grand. L'homme fit un autre pas. Cette fois, avec difficulté. Ce n'est pas la fin. Émile soutint son regard. Ce n'est pas une fatalité. Cassé. Il vous suffit d'arrêter d'avancer.
L'homme hésita. Pour la première fois, un délai de réponse, un conflit interne ou quelque chose d'équivalent. « Vous n'y pouvez rien », dit-il. « Non », acquiesça Émile. « Mais nous maîtrisons ce moment. » Julien prit une profonde inspiration. « Si je termine, il n'y a pas de retour en arrière. Ça n'existe plus, » répondit Émile. Dehors, les silhouettes commencèrent à réagir. « N'avance pas. » Mais la situation devient instable. Certains se sont complètement arrêtés. D'autres se déplaçaient de façon erratique, comme s'ils perdaient leur repère ou la commande. À l'intérieur de la crevasse, le mouvement s'intensifia. Quelque chose essayait de passer, avec force, instamment. La surface intérieure s'est déformée, comme si quelque chose appuyait de l'intérieur vers l'extérieur. L'homme détourna rapidement le visage. Pour la première fois, quelque chose était clair. Peur. « Tu ne sais pas ce que tu caches, » a-t-il dit. Émile répondit sans hésiter, « Vous non plus. » Julien ferma les yeux un instant, et puis il l'a exécuté. La commande finale, il ne s'est rien passé. Un instant, 2, 3, et puis la réaction fut instantanée. Le système tout entier s'est effondré sur lui-même, pas par une explosion, mais avec contraction, violent. Les lignes sur la glace ont disparu simultanément. L'éclat s'est estompé, et la fissure, il a fermé, pas lentement, mais brusquement, comme si cela n'avait jamais existé. L'impact est survenu ensuite. Une vague silencieuse a balayé le glacier. Le sol vibra, l'air a changé, et puis tout s'est arrêté. En vérité. Julien tomba à genoux, haletant. Il a fini. Émile ne répondit pas immédiatement. Il regardait l'endroit où se trouvait la fissure, maintenant, juste de la glace, facile, intacte, comme des décennies auparavant. L'homme devant eux était toujours debout, mais différent. Le regard n'avait plus cette étrange focalisation. L'attitude avait changé. Il cligna des yeux, confus, désorienté. « Je... » commença. Et puis il est tombé, inconscient. Dehors, les silhouettes s'étaient complètement figées. Aucun mouvement, aucune réaction. Certains restèrent debout, d'autres s'effondrèrent lentement dans la neige. Immobiliers, silencieux, vides. Julien regarda autour de lui. « Nous avons détecté cela ?» Émile a finalement répondu. « Non, cassé, long. Nous interrompons. » La différence était fondamentale, parce que le système n'a pas été détruit. Il n'était pas fermé. Il suffit de couper court, pile là. Et quoi qu'il y ait de l'autre côté, il est resté là, ou une partie est restée ici. Le vent est revenu, en direct, froid, naturel. Mais maintenant, il transportait quelque chose de différent. Absence, mais l'absence. Et cela était encore plus troublant. Les jours suivants ont été considérés comme une période de confinement total. La zone fut isolée avec une rigueur encore plus grande qu'auparavant. Aucune information ne fut divulguée officiellement. Aucun document ne fut rendu public. L'événement fut classifié à un niveau auquel seul un petit nombre de membres du gouvernement avaient accès. Mais pour ceux qui étaient présents, il était impossible de l'ignorer. Le glacier a retrouvé son état antérieur. Du moins, c'est l'impression que ça donnait. L'endroit précis où se trouvait la fissure n'était plus qu'une étendue de glace uniforme, sans marque, sans fissure, sans aucune trace visible de ce qui s'était passé. Mais les instruments, ceux qui fonctionnaient encore, racontaient une autre histoire. De légères variations ont continué d'être enregistrées, fluctuations minimales, quasiment imperceptibles, mais constants. Julien a analysé les données seul, pendant des heures, sans repos. Aucune distraction. Il ne cherchait plus à prouver ce qui s'était passé. Je savais que je n'en avais pas besoin. Il essayait de comprendre ce qui se passait encore, car pour lui, ce n'était pas terminé. Elle avait seulement été mise en pause. Émile, quant à lui, changea d'orientation. Il commença à observer les gens, les survivants, les quelques membres de l'équipe restant qui se trouvaient encore à la base. L'entraîneur qui avait été touché s'est réveillé 2 jours plus tard. Aucun souvenir non plus, sans aucune trace de ce qui s'était passé. Les tests n'ont révélé aucun changement permanent, mais il y avait quelque chose de différent, petit, quasiment imperceptible.
vos habitudes de sommeil, irréguliers, fragmentés, et toujours accompagnés de récits de rêves, répétitifs, toujours les mêmes, lignes, structures, et un sentiment constant de continuité. D'autres ont commencé à signaler la même chose. Pas tous, mais ça suffit. Et ce n'était pas un hasard. Les silhouettes retrouvées dans la neige, les corps de l'équipe de 1985, ont été récupérés, examinés, et le résultat fut encore plus inquiétant. Biologiquement, ils étaient morts depuis des décennies, mais structurellement, préservés autant que possible, et plus encore. Certains tissus présentaient une activité cellulaire résiduelle, ne vivaient pas, mais pas complètement inactifs. C'était comme s'ils étaient pris au piège entre deux états, même pas vivants, même pas morts. Julien a vu les rapports, et il n'a fait aucun commentaire. Le fichier s'est simplement fermé, parce qu'au fond, je le savais déjà. Ils n'avaient pas été retrouvés, ils avaient été renvoyés. La base fut démantelée quelques semaines plus tard. La zone est restée isolée, et officiellement rien ne s'est passé. Mais Émile n'a pas abandonné l'affaire. Il a rassemblé tout ce qu'il a pu. Rapports, remarques, enregistrements audio, et surtout, les carnets de Claire. Il a repris leur analyse depuis le début. Pas de précipitation, sans pression extérieure. Et cette fois, il a trouvé quelque chose qui était passé inaperçu. Sur la dernière page, dernière remarque, contrairement à tous les autres, sans fragmentation, pas de répétition, une seule phrase, Clara, direct. Ce n'est pas une porte, relais d'Émile. Plus d'une fois, puis elle tourna la page. Il y avait quelque chose qui n'était pas en vert, quasiment invisible, pressé avec une légère force. Mais présent, il a ajusté la lumière, et finalement, il put voir une autre phrase, encore plus court. C'est un cycle. À ce moment-là, tout s'est mis en place d'une manière différente. Il ne s'agissait pas d'ouvrir ou de fermer. Il ne s'agit pas d'entrer ou de sortir. Il s'agissait de continuité, processus, répétition, et les interruptions ne font que retarder les choses. Cela n'a jamais fini. Julien est arrivé dans la chambre quelques heures plus tard, sans s'écraser, sans prévenir. Il a déposé un nouveau rapport sur la table. « Vous devez voir ça. » Émile l'ouvrit, lève, et il garda le silence. Les mesures les plus récentes ont révélé quelque chose d'impossible à ignorer. Une nouvelle variante, ailleurs dans les Alpes, loin. Mais selon le même schéma, plus faible, plus profond, mais indéniable. Julien parla doucement. Il n'était pas le seul. Émile a finalisé le rapport, et il a répondu « Bien sûr. Cassé, c'est un système. » Julien acquiesça. Mais son expression était différente. Ce n'était pas de la peur, même pas curieux. C'était l'acceptation. « Et nous n'avons trouvé qu'un seul nœud, » a-t-il déclaré. Émile regarda la carte, pour le point marqué. Et puis, il y a les autres possibilités, toujours cachées, toujours inactifs, ou peut-être, simplement, attendre. La question n'est donc pas de savoir si cela va revenir, a déclaré Émile. Julien a ajouté « c'est quand ». Le silence qui suivit n'était plus pesant, c'était clair. But, parce que maintenant, ils en savaient assez, ne pas l'empêcher, mais il faut le reconnaître, et quand cela s'est reproduit, il serait là, ou quelqu'un le serait, et peut-être ferais-je la même erreur, ou prenez la même décision, interrompre. Encore une fois, 18 ans plus tard, un autre été inhabituel frappa l'Europe. Dans une région reculée des Alpes, loin de tout itinéraire touristique, un petit groupe de chercheurs installait des capteurs thermiques dans une zone considérée comme stable depuis des décennies. Le travail était simple, routine, jusqu'à ce que l'un des appareils commence à enregistrer des variations, petits, mais cohérents. L'un des chercheurs essuya la surface de la glace avec son gant. Ça s'est arrêté. Il a appelé les autres. Là, sous une fine couche translucide, il y avait des fils d'attente. Parfait, géométrique, trop familier pour être ignoré. Le vent s'est légèrement levé, et pendant un instant presque imperceptible, « La glace », répondit-il. « Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, alors vous avez déjà compris. Certaines choses ne disparaissent pas,
Elle reste simplement cachée, attendant le moment propice pour réapparaître. Maintenant, je veux savoir de votre part, que feriez-vous à la place d'Émile? Auriez-vous fermé le passage ou tenté de comprendre ce qui se trouvait de l'autre côté? Partagez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Et plus particulièrement, pensez-vous que cela a réellement été interrompu ou est-ce simplement sur le point de se reproduire? Et si vous aimez les histoires de ce genre, pleines de mystères, de suspense et de rebondissements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car la prochaine histoire pourrait être plus proche qu'il n'y paraît.